Avec Philippe Poutou, débraillé en Marcel pour représenter les ouvriers, pas étonnant qu'ils aillent massivement chez Le Pen. Oui. C'est insupportable ces ouvriers qui n'ont pas des costumes à 8 000 €. Ah non, ça c'est une remarque vraiment très bête. Non, c'est exactement le contraire. Ce qui est insupportable, c'est de croire qu'on représente la classe ouvrière en étant impoli. Et donc croire que le manque de tenue, dans tous les sens du terme, que ce soit la tenue vestimentaire, que ce soit une manière d'insulter les autres. Poutou et sa chemise sans cravate aux manches retroussées, Artaud et sa voix stridente de harengère, ou encore Mélenchon et sa veste d'ouvrier endimanché pour la fête de l'UMA. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Les enquêteurs se sont rendus dans la boutique de costumes rue de Sèvres. Ont été achetés les 2 complets offerts à François Fillon en février dernier. Je veux d'ailleurs ce soir lever un malentendu récurrent. Je n'ai rien contre celles et ceux qui portent des t-shirts. Ces derniers temps, la guerre entre t-shirt et costard-cravate fait rage, Ferry-Costard et sa psychanalyse d'intérêt de droite, le fils qui doit dépasser le père de Bruckner-Costard, Zemmour-Costard, Macron-Costard, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Des grands, des gros, des qui réussissent, cette émission sera donc placée sous le signe du lion, celui-ci... Lâchez-moi! Lâchez-moi ça! Ou même ceux-là... Mais pour le coup, on va se pencher en détail sur cette publicité pour Senseo. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. On commence donc par l'analyse des personnages avec l'expression manifeste d'une classe sociale, oscillant côté pair entre Fillon et Macron. On a donc affaire à un maillon, chaînon qui ne manque pas sa cible pour le coup. La publicité Senseo transpire cette idée de la virilité tranquille, les hommes au pouvoir, virilité par l'argent et la classe, virilité carte de crédit, virilité costard, par contraste avec la jeune fille assise, qui, ça vous aura pas échappé, est mignonne, et fait ici office de sparring partner, tout en opposition et infériorité face à monsieur. D'ailleurs, elle n'apparaît que sur 5 plans, et lui presque sur le double avec 9 plans. Ce qui peut aussi nous faire penser que ça s'adresse aux hommes d'abord, aux vrais, c'est la mise en scène. La caméra suit l'homme, son mouvement, tandis que Mistinguett a tout juste droit à un plan fixe, ou bien un travelling rattrapant monsieur, qui lui a droit au sacro-saint micro-zoom de telenovelas américaines, celui qui crée de l'empathie, de la proximité avec son sujet, cliché scénique des feux de l'amour, caméra incapable de se résoudre à l'inaction, alors qu'il ne se passe précisément rien à l'image, sinon le surjeu de lions jeunes et vieux qui parlent et ne font rien. La musique, elle aussi, essaye de créer de la vie, entraînante et douce, petit sautillé enjoué pour lui, parce que Fillon, on l'imagine, est aussi un sacré rigolard, et descente laconique sur elle ou sur le café. Et bien sûr, changement de rythme dès que monsieur a une idée, synchronisé au sursaut des sourcils d'un homme inspiré. Le tout dans le décor d'un rêve BCBG clair et aseptisé, jarre vide et coloré ou assiette à l'arrière-plan, quelques légumes parfaits, propres et piquants de couleur, ultra clean stérilisé, à la différence d'un effet faussement décoiffé vu précédemment chez Michel et Augustin par exemple. Musique enjouée, couleurs artificielles vives, pétantes, joie de vivre Benetton, sans noir ni asiatique, ou encore bonheur Ikea, un grain de folie mais bien encadré comme leur personnel d'ailleurs. Bref, un monde à 2 vitesses, 2 réalités qui se frottent, dichotomie entre l'image de cet homme costard Fillon, mais sourire coquin, couleurs vives au ton proche de ceux du film Heure, lumière douce, et derrière tout ce décor calfeutré, la réalité des sentiments, d'un monde où les étiquettes ne suffisent pas. Il y a à la fois une douceur, le capitalisme doux, et une violence, un homme qui agit, appuie sur sa machine, ça remplit le verre, il boit, il décide, il réappuie, c'est tout l'exercice du pouvoir que l'on donne à voir ici, légitimé par l'habit, comme découlant du costard-cravate. Toute une idée de la virilité aussi, à l'instar du héros américain qui agit plutôt qu'il ne parle. Parler, c'est pour les faibles, un homme est défini par ses actes, blablabla, etc. Toute cette mystique hollywoodienne du strong silent type de western, qui fait notamment rêver Tony Soprano. Whatever happened to Gary Cooper, the strong silent type? That was an American. He wasn't in touch with his feelings, he just did what he had to do. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction my fungo.
C'est encore Clint Eastwood dans Et pour quelques dollars de plus ou Dirty Harry par exemple, plus cravaté, un type bien sous tout rapport en somme, entre virilité chewing-gum bodybuildé de super-héros, virilité vieille école d'un Bogart et virilité moribonde à la Monty Burns, faites votre choix, rien ne va plus. Ici, c'est effectivement une affaire de domination sexuée. L'homme décide, agit, tout part de lui et se répand jusqu'à la fille, jeune, affaissée, lui debout, elle assise, lui vieux, elle jeune, homme bien sapé, fille débraillée, patron et employé, classe et domination, gérontocratie réactionnaire, l'homme appuie, décide, explosion de plaisir venteux contre sa fille ou très jeune call girl attendant son taxi, c'est le grand mythe du héros et du personnage d'exception dont on resserre la sauce à tout va, à tout bout de film ou de publicité. Simulacre de virilité pour un personnage qui ne sait qu'appuyer sur des boutons et donner des ordres, laisser la machine s'emballer à sa place. Les vieux lions, donc, ceux qui revendiquent le droit à la prédation, qui demandent qu'on leur laisse le pouvoir parce que c'est leur bon droit d'aristocrate, que tout cela leur est dû, auxquels on répond que s'ils sont véritablement des lions, ils n'ont qu'à le prendre, en bonnes ordures qu'ils savent être. Le vrai lion ne demande pas de permission, sauf qu'ici, il n'y a pas de lion. C'est par exemple ce que souligne cette émission. Qu'il n'y a aucun rapport entre torturer un animal et manger de la viande, sinon tous les prédateurs seraient des tortionnaires. Rafi, faut tout revoir. À quel moment tu te compares, toi, petit humain insignifiant, à un prédateur? Où commence ta prédation, Rafi? Avec ton petit caddie et ta petite CD? Tu n'as rien d'un prédateur, Rafi. Rien. L'homme est un prédateur ou croit l'être peut-être, mais toi non. C'est le fossé abyssal entre le mythe de l'espèce humaine et l'individu, en particulier urbain moderne. On pourrait montrer différentes facettes du pouvoir, pas seulement ce cliché viriliste, d'autres modèles d'exemplarité sociale, d'autres figures de sagesse, de bon sens, aujourd'hui sous-représentés dans les sphères du pouvoir public. Pouvoir équivaut plus ou moins à domination, mais domination n'est pas forcément égale à virilité. Par exemple, Alain Soral est une apparition presque logique dans un monde prônant une société de puissance, dont les détenteurs sont tout sauf virils. Patron, politique, costard, premier de la classe lèche-cul et souffre-douleur en puissance même, qui se la joue lion donc. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Et qui produisent peut-être ce genre de personnage. Avec mes grosses couilles, je fais des travaux avec mes grosses couilles et des ouvriers du beau. Petite parenthèse sur le vocabulaire du café publicitaire. Carte noire est donc blanche, liberté, pouvoir, plaisir, café nommé désir comme le tramway, explosion des sens et des saveurs, corsé, robuste, intensity now, douceur intense entre autres oxymores novlinguistes, instinct, intense et ardent, aromatique et envoûtant. C'est pas d'hier que le café joue la carte du désir, carte rouge et noire donc. Et au-delà de ce lexique du désir, c'est encore celui du rapport de force, corsé, robuste, envoûtant, bref, irrésistible et viril, toujours. Le café Senseo, à l'être serpenté sensuel, invite son consommateur à suivre ses sens, nos sens, leurs sens plutôt, avec une pointe de coquinerie sans grande surprise donc. Petit S taillé à la cuillère dans la crème en 3D, c'est peut-être par tradition de publicité pour café que l'on plaque à l'arrache tout à la fin un soupçon d'érotisme facile vite expédié, qui constituait pourtant l'essentiel de leur campagne d'affiches en 2009, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Envoûté maman, cadeau préféré des mamans, magie noire qu'on comprend comme on veut vu l'image, et le terme maman à comprendre peut-être comme ma grosse, ma dinde, ma femme, ça peut sembler très populaire mais c'est surtout paillard, grivois, et ça c'est toute classe sociale confondue sans doute. Avec un côté incestueux pour l'affiche de 2009 si on le lit comme cadeau pour la fête des mères, peut-être pas absent non plus de celle-ci, on parlait pas de call girl tout à fait innocemment, c'est littéralement tiré par les cheveux peut-être, mais à chaque arrêt sur image c'est plus suggestif, vous pouvez essayer. En tout cas côté masculin c'est salement plus sobre. Et pourtant dans ce clip, comme à Hollywood, on peut voir un érotisme de l'explosion appliqué au café. Monsieur appuie aux bons endroits, ça coule, il y met la bouche, bras tendu, mademoiselle apprécie visiblement mais qu'on ne s'y trompe pas, la bombe ici, c'est pas elle, c'est lui. Orgasme atomique façon Dr. Folamour, toute une idée de l'exercice du pouvoir et du droit américain, droit qui se prend et qui ne se donne pas. Au final, c'est un schéma très classique. L'homme de raison, tactique, montrant peu d'émotion. Là, il est déjà au max, par exemple. Et la femme sentimentale, expressive, d'humeur changeante, souvent femme varie, réveillée par monsieur, on sait bien qu'elles aiment ça. Il y a quelque chose d'absurde dans ce monde parfait où chaque ventilateur est à la place qu'il faut pour faire sourire madame, mais ça c'est le lot du monde de la publicité tout entier. On peut donc lire en filigrane le public cible et l'état d'esprit des publicitaires.
Une réclame fillono-macroniste qui, si en plus elle passe encore à la télé en pleine campagne présidentielle, n'est pas anodine. Bon, des publicités surfant sur la campagne, il y en a de plus explicites, mais revenons à nos moutons, ou à nos agneaux, enfin à nos lions je veux dire. L'homme de cette publicité m'évoque l'archétype romanesque de l'étranger, figure clé du western, celui qui arrive, résout le problème et s'en va, veni vidi vici, mais plus précisément celui que je vois en creux ici c'est MacGyver, le débrouillard futé qui sauve toujours la situation, un lion, un vrai, Crinière m'en est témoin. Bref, le type qui ne peut pas faire de mal. J'ai pensé à un achat inoffensif, qui me venait du fond de mon enfance. Un type auquel toute une génération des années 80 et 90 s'est identifié, héros super qui refusait les armes à feu et passait son temps à fabriquer des explosifs à la gloire de la Fondation Phoenix, ainsi qu'à exercer le droit d'ingérence souverain de l'aigle impérial, en Amérique du Sud, Moyen-Orient, etc. La série Reboot de 2016 donne tous les signes extérieurs de continuité, drapeau américain dès l'affiche, une pincée de Chine, un soupçon de Corée du Nord en plus ici et là, mais la recette explosive reste la même. Qu'est-ce qu'il faisait, MacGyver ? Il sauvait le monde à l'américaine. Régulièrement, il était dans une situation problématique, volontiers avec une femme ou une fille, mais grâce à son intelligence mirobolante, tout finissait bien. C'est qui le patron ? C'est MacGyver. Du coup, on va faire un petit aparté sur l'épisode 3 de la première saison, La voleuse de Budapest, mais on aurait pu prendre n'importe quel épisode. Introduction moyenne-orientale, milieu russo-bulgare et happy end américano-autrichien, CQFD, un cheval blanc pétrole qu'on reprend à coups d'hélicoptère au roi d'une tribu de bédouins voleurs, qui parle anglais bien sûr, nostalgie des années golf quand tu nous tiens. S'ensuit une Bulgarie impersonnelle et pauvre comme on l'imagine sans imagination, un camp de travail foutraque à 3 pauvres barbelés, une fillette bulgare qui adore le héros en 2 minutes et parle anglais aussi bien sûr, une femme fatale surfaite pour idylle de comptoir, dialogue nul. C'est souvent du bluff la magie de Tzigane, mais c'est agréable. Action tout sauf crédible, un mort dans la rue que l'on fouille devant tout le monde, la fuite d'un bar par derrière parce que le KGB sait certainement pas encercler un bâtiment, etc., etc. Et pour dire à quel point MacGyver n'est pas forcément ce qu'on croit que c'est même pas MacGyver, puisque les 10 dernières minutes, la scène de fuite du pays en Mini Cooper, ce sont des plans réutilisés du film Braquage à l'italienne, où des voleurs anglais se font la belle avec du fric italien en Mini Cooper blanche, rouge, bleu, tricolore bariolé de bandes noires. Coup de bol, ça marche encore avec le drapeau américain. Enfin, MacGyver délivre les pauvres du bloc soviétique en les amenant aux États-Unis, le tout réglé en 2 coups de cuillère à peau. Pas de problème. Et conclu par un méchant agent russe qui crie vengeance. MacGyver ! En résumé, les gens libres font peur à beaucoup de monde. Par homme libre, comprendre américain. 45 minutes de ça tous les soirs qu'on s'y collait, et cette série c'est plutôt la norme que l'exception. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Tout un panorama de pensée américaine directe dans le gosier, même qu'on connaît tous la musique du générique et qu'il n'y a peut-être pas à s'en réjouir. Ben Monsieur Senseo, c'est un peu ça, avec ses machines et ses machins, ses boutons et ses solutions corsées pour redresser la barre, faire relever la tête d'une jeunesse fière et volontaire, sauver le pays en somme. Peut-être que si certains avaient fréquenté plus de vétérans, ça les aurait empêchés de dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Au fond, cette publicité reste dans l'écriture américaine par cliché. Spider-Man, héros fragile post-11 septembre dans des postures toujours plus sacrificielles et christiques. Le peuple doute, mais la réponse hollywoodienne est toujours la même, il faut agir et non parler. Je suis l'ennemi, parce que je pense, parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi ? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec. Comme disent à leur façon ces révolutionnaires toujours très américains, armes à feu et grande gueule. Liberté et révolution vue par Hollywood revient à consumérisme total contre grand méchant totalitaire, dans Demolition Man par exemple. Faut croire que dès qu'un super-héros s'appelle Truckman, on ne peut pas s'empêcher d'en faire un dieu. Bref, il faut agir et non parler. Dans Die Hard 4, le vieux héros sur le retour fait la leçon au jeune hacker marginal. C'est pas un système, c'est tout un pays. On parle d'êtres humains, là, d'un pays avec des gens qui vivent dedans.
de gens qui ont peur. Ça ou le bataillon de super-héros dépoussiérés qui nous assaillent en permanence, à travers Marvel par exemple, c'est-à-dire Disney, donc c'est pas fini, ou encore la virilité Mel Gibson, torturé, torturé par procuration, là il est réalisateur, bref, il crache pas le morceau, il résiste, et ceux qui le huaient doivent bien le reconnaître. Quel mec quand même, la fierté du pays, un vrai soldat fidèle ça madame. Les présidences Reagan et Bush ont trouvé leur héros, Kevin Costner a arrondi les angles, plus romantique, plus Clinton, plus propre. Il y aurait à dire sur les figures du héros américain contemporaines de leur pouvoir, sujet sans doute passionnant à creuser. Virilité de cinéma et virilité du pouvoir, ce n'est pas si loin sans doute, dans une certaine idée surtout américaine. Par exemple, celle du héros qui parle à une image, qui répond à un film. Fantasme, fiction. L'idéologie imposée se confond vite à la réalité sociale ou à ce qu'on veut qu'elle soit, ce qu'on attend d'elle. Publicité du réel ou réalité de la publicité. Hollywood, c'est la double pensée qui hurle libération et obéissance en même temps. Novlangue intégrée, lue et comprise couramment, quoique parlée et écrite par peu de monde sans doute. La publicité n'est en fait pas un mensonge, elle est extrêmement honnête, ce n'est pas du maquillage, c'est pire, c'est le monde qu'ils veulent. Quand Bruckner parle d'enfants qui veulent renverser le père, la jeunesse trouve son sens à affronter la police, monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. Après tout, peut-être qu'il y a entre autres choses un peu de ça, même si la formulation et le ton servent d'abord à infantiliser et marquer son mépris. C'est ça, les émeutiers adorent affronter les CRS, c'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Surtout qu'on est juste après la mort de Rémi Fraisse et qu'il n'y a pas de quoi rire. En fait, Bruckner parle de tuer le père. C'est moins rigolo et plus psychanalytique, et dans ce cas, il devrait se réjouir. Pour un homme qui a lui-même tué le père et le revendique, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce n'est pas une preuve de jeunesse aveugle, au contraire, c'est la libération légitime qu'il défendrait sûrement le concernant. Mais peut-être le peuple n'est-il pas encore assez bien pour ça. Et même si tuer le père était à ses yeux un mal, ça serait oublier d'autres grilles de lecture. Ce qui paraît mauvais à certains ne le sera pas pour d'autres. On reste dans la posture du vieux mâle hétéro, blanc et sage, qui prend des décisions, efficaces, mais pas forcément justes ni équitables. Dans une logique de réflexion, argumentation et écoute, cette posture est antinomique. C'est la formule de Valls, expliquer c'est déjà vouloir un peu excuser, formule reprise à Sarkozy, discours antiscientifique s'il en est, qui, dans la bouche d'un Premier ministre, pose question. Le milieu scientifique a au moins une qualité, s'il y a consensus, c'est basé sur une méthodologie, et ce n'est pas l'avis d'une seule personne, quel que soit son CV, qui fait autorité. Discuter, même dans le désaccord et le respect de l'autre, est certes plus difficile, mais enrichissant. Dans l'échange entre Bruckner et le comité invisible, la tension se trouve des deux côtés. Même si nous, on a plus d'empathie pour cette colère populaire, quoique petit bourgeois. Oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été Sarkozy, vous avez jamais, tout n'importe quoi. Jamais été vous maoïste. juste dans une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Face au costard, on est quand même bien mis, petite chemise, petite lunette. Ça pose aussi la question de la revendication de la violence comme action par une classe sociale qui ne la subit pas elle-même, qui a toujours un filet de sécurité, la possibilité de rentrer chez soi, un pied-à-terre confortable après la garde à vue, contrairement aux populations qui subissent quotidiennement la violence sociale. Là, c'est l'autocritique de notre classe, nos limites sociales, en tant que blancs trentenaires vivant confortablement. Après tout, on est peut-être les jeunes cons face aux vieux cons qui seraient jeunes d'esprit, et nous déjà les vieux cons d'une nouvelle génération de cons plus jeunes encore, où personne ne veut discuter, mais juste imposer son point de vue. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. En tout cas, c'est un bel exemple de conflit générationnel où le mépris de Bruckner a lui-même déjà quelque chose de paternaliste. Finalement, le problème de ces petits jeunes qui veulent renverser les vieilles instances rabougries, qui les oppriment, n'est pas neuf. Et ça n'est peut-être un problème que si on fait partie des fameux vieux cons. C'est plus la guerre des boutons mais la guerre des cravates, pas moins puéril côté grand capital. Ceci dit, c'est plus mesquin qu'une affaire de costard et t-shirt qui fait le moine. Côté émergé de l'iceberg, c'est comme dit Pasolini des cheveux longs à gauche, récupérer Catogan à droite, les hippies devenus hipsters, l'idéologie en moins, l'underground réinjecté en circuit A pour le cinéma ou le jeu vidéo par exemple, et au final, les grands patrons en petite chemise. Malin. Bon, petite chemise bien mise quand même, faut pas déconner, mais attention aux habits et aux moines. Avec Christophe Barbier et son écharpe rouge, on a par exemple un spécimen intéressant d'héritage direct de Jean Moulin. Filiation douteuse, parce que pour le coup c'est pas les mêmes lions,
où le rouge évoque aussi un communisme pourtant éloigné des idéaux du bonhomme. C'est peut-être des vieux lions, mais on est des puces, on peut mordre. D'ailleurs, comme on vient de le voir, c'est même pas des vrais lions. Par contre, ils ont des chiens de garde, attention, ça mord quand même. Pour finir, en tant que gaucho patenté, côté film à voir pour creuser le sujet, il y a donc évidemment les nouveaux chiens de garde, qui ont encore toutes leurs dents, où l'on retrouve quelques-uns des personnages précédemment évoqués. Est-il légitime ou scandaleux pour des ouvriers au bord du licenciement de séquestrer un patron ou des cadres dirigeants dans leur bureau, même sans violence, même en les libérant assez rapidement? Évidemment, c'est inacceptable. On s'arrêtera sur ces bonnes paroles. C'était la 2e émission de Supplicité Subliminale. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide. Lorsqu'on est con, y a rien à faire, je connais pas de remède. Qu'on soit prépubère ou bien grand-père ou bien même qu'on décède. Lorsqu'on est con, là rien ne sert, crier à l'aide. Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide. Lorsqu'on est con, y a rien à faire, je connais pas de remède. Entre vous plus de controverses, il suffit qu'on reconnaisse que vieux con et con de la dernière affaire sont aussi cons. Entre vous plus de controverses, c'est bon, vous êtes tous des cons.